Juste avant de commencer, je voudrais savoir parmi vous qui a un smartphone. J'ai l'air d'un ringard quand je pose ce genre de questions. Ok, qui est sur Facebook? Ok. Qui pense que le numérique est une immense révolution? Ok. Qui pense que c'est juste des technologies de plus, mais pas plus que ça en termes de révolution? Quelques-uns quand même. Qui a plutôt peur du numérique? Qui pense que ça va être compliqué, qu'il va falloir se former, s'adapter, que ça risque d'être réservé aux jeunes générations ou aux informaticiens? Qui pense ça? Bon, alors d'abord, je tiens à vous rassurer. Ce qui est bien avec cette révolution numérique qu'on vit en ce moment, c'est qu'on n'aura absolument pas besoin de formation. On aura besoin de compétences, comme l'a dit Fabienne, mais pas à se former sur le numérique. Pourquoi? Parce que ce qui est bien avec le numérique, c'est que le numérique s'adapte à vous. Qui a un iPhone ou un iPad parmi vous? Vous avez vu à quel point c'est facile pour les personnes âgées ou les bébés d'utiliser un iPhone ou un iPad? Les technologies aujourd'hui, elles arrivent sans mode d'emploi. Elles sont faites pour s'adapter à nous, pour qu'on les utilise de manière intuitive. C'est comme ça que les géants du numérique construisent ces produits. Ils les donnent à des personnes âgées et à des bébés. S'ils savent les utiliser, à ce moment-là, ils les mettent sur le marché. Ça va être la même chose avec tous nos usages du numérique. Chaque fois qu'il y a une friction, qu'il y a quelque chose de compliqué qui requiert une formation ou un mode d'emploi, ça ne sera pas adapté au nouveau monde. Ce qui veut dire que ce monde va être de plus en plus accessible, de plus en plus facile. Par contre, j'insiste en plus sur ce qu'a dit Fabienne, elle avait raison, il va falloir ne pas en avoir peur, s'en emparer et accélérer l'entrée dans ce nouveau monde. Parce qu'on n'a pas le choix, on y est, il n'y a aucune raison d'en avoir peur, mais c'est lui qui s'adapte à nous. Est-ce que vous savez, je parle à ceux en priorité qui utilisent Facebook, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur Facebook, qu'à l'heure à laquelle vous utilisez Facebook, à la fréquence d'utilisation de Facebook, à ce que vous postez dessus ou pas, à qui sont vos amis ou pas, au déplacement de votre souris même sur l'écran, à la manière avec laquelle vous tapez sur votre téléphone, Facebook est capable, avec des bons modèles, on appelle ça des algorithmes, ils sont capables d'apprendre plein de choses sur vous. Ils sont capables, par exemple, de savoir quelle est votre humeur. Ils peuvent même changer votre humeur en temps réel, en poussant les bons articles ou les bonnes photos sous vos yeux. On est très influençables, nous les êtres humains. Les publicitaires savent ça depuis longtemps. Facebook est capable de faire ça. Ils sont capables de savoir pour qui vous allez voter, même de changer votre vote. Vous avez vu d'influencer votre vote. Vous avez vu le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis. Ils sont capables d'identifier des risques de suicide imminents. Ils ont sauvé des vies comme ça aussi. Et ils sont même maintenant capables de savoir si vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un ou au contraire vous séparer. On est extrêmement prévisibles, les êtres humains, et en utilisant les technologies du numérique aujourd'hui, on est capable de déduire et de prédire ce type de choses. Et on n'en est qu'au début. Autre question, qui aujourd'hui, pour gérer son argent, ferait plutôt plus confiance à sa banque qu'à Facebook ou à Google ou à Amazon? Qui ferait plus confiance à sa banque? Alors, il faudra m'expliquer pourquoi. Quand vous demandez à deux générations différentes, vous avez plutôt les générations les plus âgées qui préfèrent confier leur argent à leur banque et aux générations les plus jeunes confier leur argent à Facebook, à Google, à Amazon. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des professionnels du numérique et dans ce monde-là, ils offriront plus d'efficacité, plus de fluidité et même plus de confiance. Vous savez, aujourd'hui, les banques, elles savent pas mal de choses sur vous. Elles savent combien vous gagnez, ce que vous dépensez avec votre carte bleue, etc., dans quel magasin. Mais Google ou Apple ou même Samsung, juste avec le GPS qu'il y a dans votre téléphone, ils savent où vous habitez. Mais ils savent aussi, avec le bon modèle algorithmique, avec la bonne méthode, ils savent quels sont vos déplacements, à quelle fréquence, qui vous croisez, dans quel magasin vous allez consommer. Autrement dit, même s'ils n'ont pas toutes les données financières directes que votre banque possède pour vous, ils peuvent progressivement déduire toutes ces données, ils peuvent les deviner indirectement. Encore une fois, on est très prévisible et ces nouveaux algorithmes, qu'on appelle entre autres de l'intelligence artificielle, sont en train de nous le prouver. En fait, on entre dans un monde avec le numérique qui est une véritable leçon d'humilité pour l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, s'est cru très intelligent par rapport aux animaux, mais aujourd'hui, on commence, notamment en neurosciences et en intelligence artificielle, avec tous ces modèles, à comprendre que finalement, notre intelligence est certainement beaucoup plus limitée qu'on le pense et surtout qu'on a énormément de biais. Et ce qu'on a eu tendance à croire, nous les êtres humains, c'est qu'on était des experts dans nos domaines. Vous pouvez voir des financiers, vous pouvez voir des médecins, vous pouvez voir des avocats.
ils s'affichent comme experts dans leur domaine. Mais vous avez tous vu que lorsque vous avez un problème dans n'importe quel domaine, vous pouvez voir 3 experts différents, vous avez 3 expertises différentes. Quand vous êtes malade, vous voyez 3 médecins, vous avez 3 diagnostics différents. Ce n'est pas normal. Ça prouve une chose, c'est que l'expertise des êtres humains, elle n'est pas centralisée, elle est distribuée dans les cerveaux de tous les êtres humains. Eh bien, imaginez que dans les prochaines années, l'expertise va converger au sein d'une seule unité, d'un seul grand ordinateur, si vous voulez. Lorsque vous irez chez le médecin, vous aurez un algorithme dans votre poche qui sera capable de faire le diagnostic médical parce qu'il rassemblera l'expertise de tous les médecins de la planète en même temps. Ce qui veut dire qu'on va progressivement confier l'expertise aux machines. Et là... Alors, le monsieur demande au service de quel laboratoire. Vous avez entièrement raison. Ça soulève des intérêts. La question, c'est est-ce que ça va sauver plus de vies que faire appel à la médecine traditionnelle? Vous savez aujourd'hui, mais votre question est totalement légitime, vous avez raison, ces questions de manipulation et d'éthique sont extrêmement importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, on est capable de détecter des cancers sur des images médicales mieux que les médecins. Là-dessus, l'humain est dépassé et c'est une très bonne nouvelle. On détecte les premiers signes d'Alzheimer aussi sur des images de cerveau 8 à 10 ans avant les premiers signes cliniques. On détecte des cancers de la peau aussi, on fait des diagnostics en quelques minutes là où les médecins sont incapables de le faire. Ça va être révolutionnaire dans la médecine. Après, la question c'est très simple. Il suffit juste que l'intelligence artificielle soit meilleure que les médecins humains en moyenne pour qu'on fasse confiance sur l'expertise aux intelligences artificielles. La question évidemment c'est est-ce que c'est celle de Google, d'Amazon, d'un laboratoire pharmaceutique? Je vous rassure, ce ne sera pas les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont incapables de faire ça, ce sera Google, ce sera Facebook, ce sera Amazon. C'est les seuls à être capables de faire de l'intelligence artificielle à ce niveau-là aujourd'hui, et leurs homologues chinois. Mais là où je veux en venir, c'est que, évidemment, la machine sera meilleure. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait des machines qui avaient des puissances techniques. Vous savez, on a toujours dit ça ne sert à rien de courir plus vite qu'une voiture ou qu'un avion. Eh bien, imaginez que c'est la même chose qu'on est en train de faire sur notre intelligence. On est en train de créer des machines qui ne sont plus programmées, mais qui sont entraînées pour modéliser des fonctions qui relèvent de l'intelligence. Autrement dit, on transfère l'expertise et l'intelligence aux machines, qui vont être comme nos deuxièmes cerveaux et faire beaucoup moins d'erreurs. Demain, ce qui va compter, puisque l'expertise sera progressivement confiée aux machines, y compris sur ce qui relevait de l'intelligence, ça va être de créer des relations exceptionnelles entre humains et entre entreprises. Puisque toutes les entreprises, très rapidement, vont converger sur un même niveau de maturité en matière d'expertise dans leur domaine respectif. Je parlais de la médecine, mais ça va être pareil pour la finance, pour l'industrie, pour le droit. Imaginez que chaque entreprise aura son intelligence artificielle qu'elle pourra solliciter sur une expertise, et du coup, la différence se fera sur l'humain. L'enjeu pour les entreprises demain, ça va être comme d'être d'excellents séducteurs. Vous connaissez la différence entre les bons et les mauvais séducteurs? Je suis sûr que vous connaissez. Le mauvais séducteur, vous savez, c'est Don Juan. C'est celui qui en fait des tonnes pour séduire. Et vous connaissez tous l'adage, hein, fuis-moi, je te suis. Lorsqu'on en fait des tonnes, ça ne marche pas. Mais Don Juan, une fois qu'il a séduit sa cible, là, elle ne l'intéresse plus, il s'en débarrasse. Ça, c'est le mauvais séducteur. Qu'est-ce qui fait le bon séducteur? Le bon séducteur, aujourd'hui, enfin, de tout temps même, le bon séducteur, il ne cherche pas à séduire, il se rend séduisant en étant excellent, exceptionnel dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, etc. Et il attire indirectement à lui, mais une fois qu'il a séduit, là, il prend soin, il crée une relation, etc. C'est exactement cette différence entre le mauvais et le bon séducteur qu'on est en train de vivre avec le numérique aujourd'hui. Les entreprises du monde traditionnel, du monde d'hier, se comportent comme des mauvais séducteurs. Regardez toutes celles qui font des publicités à la télévision. Elles essayent de vous faire signer, et dès que vous avez signé, que vous êtes client, il n'y a plus personne. Regardez les services clients des banques ou des télécoms ou ce que vous voulez. À l'inverse, les spécialistes du numérique, prenez Uber, prenez Amazon, prenez ce que vous voulez dans le numérique, ils ne cherchent pas à vous séduire. Par contre, ils se rendent exceptionnels et c'est vous, indirectement, qui allez vers eux. Mais une fois que vous êtes utilisateur ou client, là, ils ne vous lâchent plus pour créer une relation exceptionnelle. Regardez Amazon, vous avez le moindre problème avec eux, vous appuyez sur un bouton, ils vous rappellent en moins de 30 secondes, ils vous appellent par votre nom, ils connaissent quasiment déjà votre problème, ils ne vous lâchent pas tant que ce n'est pas réglé, et à la fin, ils s'excusent. Imaginez une banque s'excuser, par exemple. Ils n'arrivent pas à ça. Ils s'excusent, et ils vous envoient des bons d'achat à la fin pour s'excuser. Parfois, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais ils vous envoient des articles en trop, par exemple, que vous avez commandés, ils ne vous demandent même pas de les renvoyer, ils vous disent gardez-les, ils vous remboursent. Ça, c'est une relation client exceptionnelle. L'enjeu pour les entreprises dans le numérique, c'est ça, parce que le numérique, ça va devenir une commodité. Comme je le disais sur l'intelligence artificielle, tout le monde va se retrouver au même niveau de maturité,
puisque tout ça sera dans des serveurs très très loin. Et les entreprises vont devoir se différencier sur l'expérience, la relation, le lien de confiance avec l'autre. Parce que vous savez que l'enjeu de l'arrivée de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de rendre les logiciels, c'est de rendre la technologie proactive intellectuellement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui utilisiez votre intelligence pour utiliser les technologies, les applications, les logiciels. Ça faisait que exécuter bêtement ce que vous lui demandiez de faire. Et bien demain, les applications, les logiciels avec l'intelligence artificielle vont déceler votre intention, ce que vous voulez faire avec le numérique, et le faire à votre place en vous épargnant l'apprentissage du logiciel, etc., etc. Tout le monde connaît Excel, par exemple, ici? Excel, Microsoft Excel, ça vous parle? Alors, vous savez, Excel, c'est très compliqué. Il faut apprendre à taper des formules, il faut faire des macros, du VBA, ce que vous voulez. Et ben, dans l'Excel de demain, avec l'intelligence artificielle, vous aurez vos données sous les yeux et vous direz quelque chose à la machine du type « trie-moi mes données mensuellement en supprimant la TVA ». Pas besoin de savoir programmer, la machine comprendra votre intention et le fera directement sur l'écran. Vous voyez, on transfère l'expertise et finalement, le langage qu'on aura avec la machine demain va se rapprocher progressivement du langage humain. L'objectif de toutes ces technologies à moyen long terme, c'est l'objectif des géants de la technologie, Google, Facebook, Amazon, c'est que toutes ces technologies, smartphones, tablettes, ordinateurs, tout ça se fondent dans le paysage et qu'à la place d'un smartphone, vous ayez tous un assistant intelligent unique et à votre service. Vous avez tous entendu parler de Siri ou d'Alexa? Alors, la dame dit, si on n'en veut pas, on fait quoi? Je vous rassure, le monde est darwinien, ce qui veut dire que si vous n'en voulez pas, vous ne serez certainement pas la seule, et il y aura un marché pour les gens comme vous qui n'en voudront pas. Rassurez-vous. Et il y aura forcément des boîtes pour vous vendre autre chose, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, cet assistant intelligent, s'il est bien fait, c'est-à-dire s'il cherche à défendre vos intérêts en permanence, c'est vous qui allez le vouloir. Parce que cet assistant intelligent qui va remplacer votre smartphone dans les prochaines années, il va chercher à vous connaître toujours plus, connaîtra votre santé, votre personnalité, vos relations, votre humour, bref. Il vous connaîtra tellement, cet assistant intelligent, qu'il finira par devenir une copie parfaite de vous dans le monde digital qui va vous représenter avec l'extérieur. Je vous donne un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, le truc qui faisait ça bêtement, c'était le répondeur téléphonique. Il nous représentait juste pour prendre un message pour nous. Et bien, imaginez que vous aurez, comme les gens très riches qui ont un majordome chez eux, vous savez, qui défend leur intérêt, ben vous aurez un majordome digital qui va être votre alter ego digital. Ce sera une copie de vous qui vous représentera pour faire des choses dans le monde digital. Votre assistant intelligent, à qui vous allez demander par exemple d'organiser un dîner chez vous avec vos amis, il va discuter directement avec l'assistant intelligent de vos amis pour choisir la date, le menu, éviter les allergies, etc. Mais il va discuter aussi avec l'assistant intelligent qu'il y aura dans votre four, dans votre frigo, dans vos poubelles, dans je ne sais quoi, parce que les objets aussi vont être connectés. Et il commandera ce qu'il faut directement sur Amazon, ce qui manque. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est juste des ordinateurs bêtes connectés. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui faites les choses intelligentes avec Internet. Eh bien, imaginez que l'étape d'après, le futur d'Internet, c'est d'avoir des assistants intelligents, le vôtre qui va remplacer votre smartphone, ceux de vos amis, des entreprises, de l'État, etc., qui discutent les uns avec les autres pour faire des choses à notre service. Alors évidemment, au début, il y a des gens qui vont se jeter dessus, parce qu'ils vont vouloir utiliser ces assistants tout de suite, et d'autres, certainement comme vous, madame, ou d'autres, qui n'en voudront pas, ou en tout cas pas tout de suite. Souvenez-vous, lorsque les premiers téléphones portables sont arrivés, il y avait quand même une majorité de gens qui disaient « moi, hors de question que je puisse être joignable tout le temps comme un chien en laisse, c'est pas possible ». Tous ces gens-là, ils ont les derniers iPhones aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que la technologie, lorsqu'elle crée de la valeur, notamment en médecine, lorsqu'elle sauve des vies ou qu'elle nous rapproche de nos enfants, ce que vous voulez, on l'adopte. Par contre, on ne l'adopte pas au même rythme. Demain, on aura un écosystème d'assistants intelligents et au début, on ne leur fera pas confiance. Ils vont nous suggérer de faire des choses pour nous très simples. Est-ce que tu veux que je recommande du lait? Parce qu'ils auront vu qu'on en commandait toutes les 2 semaines sur Amazon et donc ils l'auront supposé. Est-ce que tu veux que je m'occupe de payer les factures? Et progressivement, on va leur dire oui, puis on ira vérifier qu'ils font bien leur travail. Puis si c'est le cas, on leur fera de plus en plus confiance et à la fin, on va leur confier un mandat pour agir en notre nom, comme les gens très riches avec leur majordome qui défend leur intérêt. On aura à la place de notre smartphone un assistant qui va nous représenter vis-à-vis du reste du monde. Et cet assistant, il finira par nous envoyer des notifications pour nous dire, au fait, j'ai payé les factures, la cantine, j'ai recommandé du café, etc. Et on sera très satisfait. Et ça communiquera avec les objets.
Allez-y. Attendez. J'ai pas entendu, vous pouvez le répéter? Attendez, il y a une punchline, j'arrive. Ah, alors, excellente remarque. C'est ce que vous vouliez dire aussi? Excellente remarque. Alors, la dame disait, on va devenir tous débiles. Je termine là-dessus et je vous promets qu'on va en discuter tous ensemble. Sachez que c'est une remarque qui existe depuis toujours en philosophie sur n'importe quelle technique. Descartes, à l'époque, vous savez, il faisait déjà la remarque en disant pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise mon entendement si j'ai, alors j'ai plus la quote en tête, mais il disait si j'ai un cuisinier pour mes affaires de bouche, un avocat pour mes affaires de droit, finalement, j'ai plus besoin d'utiliser mon intelligence. Mais en fait, la raison, c'est que vous avez le choix de faire l'effort. C'est comme aujourd'hui, si vous n'avez plus besoin de travailler et que vous gagnez au loto, vous pouvez passer de votre temps devant la télé ou vous pouvez vous cultiver, faire l'effort, apprendre les mathématiques, ce que vous voulez, ça dépend de vous. Donc oui, il y a des gens qui vont devenir débiles, c'est vrai, parce qu'ils ne vont rien faire. Mais oui aussi, il y a des gens qui ne vont pas être satisfaits, qui vont cultiver l'effort, qui vont vouloir faire des choses, etc. Je vous rassure, tout ça est darwinien. Si ça crée de la valeur et que ça sauve des vies, on en voudra. Sinon, rassurez-vous, ces technologies n'émergeront pas. Merci à tous en tout cas. Stéphane Mallard. Merci. Je vais passer un petit peu.